Monsieur le Président de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, cher Willy Pran, Madame la secrétaire générale de la préfecture, Monsieur le maire d'Hesdin dans sa commune, et je suis sensible à un manège et à un manège militaire, moi qui ai commencé ma carrière comme modeste sous-lieutenant vétérinaire au régiment de cavalerie de la garde républicaine, et à chaque fois que je suis dans un manège, ça me ramène à mes origines. Mes chers collègues députés, Daniel Fasquelle et Jean-Jacques Cottel, j'ai une pensée pour Dominique Vatrin, mon collègue sénateur, qui aurait dû être là ce matin, parce que ma pensée rejoint celle d'Yves Coquel. J'étais président de la commission où il siégeait. Et malgré nos différences, nous avons bien travaillé ensemble. Et je voulais simplement dire que je pensais à eux, parce qu'au Sénat, comme vous l'avez dit, il y a une approche collective d'un certain nombre de sujets. Monsieur le vice-président du conseil départemental du Pas-de-Calais, mesdames et messieurs les élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires et élus locaux, mesdames et messieurs, mais c'est plutôt messieurs les administrateurs, voilà, mon colonel, je voudrais saluer les lieutenants de louveterie, saluer le délégué, le responsable départemental de l'ONCFS et l'ensemble des personnels de la fédération, mais surtout, si vous me le permettez, mes amis chasseurs du Pas-de-Calais, même si j'ai eu un comité d'accueil de vétérinaires tout à l'heure, un peu particulier. Chers amis chasseurs du Pas-de-Calais, lorsque votre président de fédération m'a proposé de participer à votre assemblée générale, je n'ai pas hésité bien longtemps. D'abord, vous êtes bien placé pour le savoir, il est quasi impossible de résister à la force de conviction de votre président. Mais surtout, c'est un grand plaisir pour moi que de me retrouver en Assemblée générale de fédération, moi qui ai présidé une grande fédération moins grande, Monsieur le Président, que le Pas-de-Calais, celle de l'Île-de-France. Oui, un grand plaisir que de siéger à cette tribune aux côtés de Willy Schran, défenseur éclairé et dynamique de la chasse populaire. Je me permets de m'arrêter un instant sur cette dimension, non pas par démagogie, mais parce que le fondement de la mutation de notre pays, il y a maintenant 225 ans, c'est d'abord l'accès au droit de chasse, qui a été la constitution d'une autre vision de la nation. Et la chasse, comme les communes, ont porté cette première naissance de la nation qui allait nous conduire à la République, qu'ensuite l'école, puis la loi de 1905 ont permis de construire comme une République partagée et respectueuse. Oui, chasse populaire, et c'est une activité aussi, monsieur le vice-président du Conseil général, pour les jeunes, puisque plus de 1000 permis chaque année nouveaux, et monsieur le maire d'Hesdin, vous inquiétez pas, si vous avez besoin de conseils, vous serez aussi bienvenu à Rambouillet pour faire le point sur vos qualités de tir. À Willy Schran, je souhaite le meilleur pour l'engagement qu'il vient de prendre pour incarner la représentation de la chasse en France. Il y a des présidents de fédérations de qualité, il en incarne une forme qui est faite aussi de volonté et de vérité. Il ne mâche pas ses mots, il ne s'abîme jamais dans les salons à dorure, il reste authentique, un vrai représentant des chasseurs. C'est vrai que pouvoir participer à une assemblée générale où s'exprime à haute voix un certain nombre d'attentes du monde rural dont je suis issu, cela tient à cœur au président du Sénat, dont je rappelle, article 24 de la Constitution, qu'il est le représentant des territoires et des collectivités territoriales de la République. Bien sûr, je sens un peu de nostalgie. Vous annonciez le score quasiment brejnevien que j'ai fait à ma dernière Assemblée générale. C'était un bulletin secret. Et il y avait la possibilité de voter blanc, je reconnais. Mais une Assemblée générale, c'était, y compris en Île-de-France, l'occasion d'expression de tribus gauloises à réconcilier. Et c'était toujours un moment chaleureux. Je voudrais
chers amis, insister quelques instants sur la problématique des territoires et des identités locales. Je vais vous faire une confidence. Je suis agacé quand j'entends certaines personnes, ne me demandez pas lesquelles, qui à la fois déplorent la disparition des identités locales et font tout pour gommer la chasse et la pêche des réalités vécues par les uns et par les autres. Pour moi, c'est un contresens, car la chasse est un puissant facteur d'identité locale. Vous le savez particulièrement ici, en Pas-de-Calais, deuxième fédération départementale avec celle de la Gironde. Ils ont le Pomerol en plus, vous avez la bière en plus. Prenons un exemple récent qui a été déjà évoqué par mes deux collègues députés. Lors de l'examen du projet de loi sur la biodiversité, l'Assemblée nationale a cru bon d'interdire la chasse à la glu en Provence. Je voudrais insister sur ce point, parce que pour ceux qui attellent, pour ceux qui ont des appelants, pour ceux qui entendent le long cri et le court cri d'une manière particulière, je vous le dis, derrière la chasse à la glu, ce sera bien sûr la vénerie, ce sera la tendrie, ce sera les appelants, ce sera la vénerie sous terre, et au bout du compte, ce sera la chasse tout entière. Je me sens solidaire des chasseurs à la glu qui ne font d'ailleurs courir aucun risque à la population concernée. Et je dois dire que si ça vous semble, avec l'accent du Midi, une activité différente, à chaque fois qu'on attaque les chasses traditionnelles, c'est toute la chasse qu'on attaque. Je voulais vous le rappeler, et je veillerai au Sénat à ce qu'on soit très attentif à ce point, parce qu'il faut entendre des messages. Nos compatriotes ont le sentiment que leur identité, non pas une identité repliée, que leur identité est en train de disparaître. Et que quelque part, ils ne pourront pas transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont reçu de leurs parents. C'est donc un point essentiel, mes chers amis. C'est sans doute la marque aussi d'esprit trop urbain, d'une idéologie peut-être parfois pétrie de bonnes intentions, mais en fait destructrice du plaisir partagé. Bref, cela m'apparaît comme une erreur politique. Et je vous le dis, je demanderai au président du groupe d'études sur la chasse du Sénat, Jean-Noël Cardou, du Loiret, d'être particulièrement attentif. Ce projet de loi biodiversité, vous en avez entendu parler, on vient d'en parler. Je voudrais revenir sur les nuisibles. Non pas pour vous parler des putois qu'il serait plus difficile à compter que d'autres catégories qui vivent dans la souffrance, mais le texte du projet de loi se veut soi-disant bénin et simplement sémantique. Je voudrais qu'on réfléchisse avec mes collègues députés. Il vise à remplacer le mot « nuisible » par les mots « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ». Je vous relis « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ». Qu'est-ce que c'est que ce jargon? Je ne paraphraserai pas Camus, mais à force de ne pas nommer les choses, on les détruit. Et je vous le dis, derrière ce texte, il y aura dans quelques années la disparition totale du concept de nuisible. Il nous faut donc, mes chers amis, tenir bon sur ce sujet. Pourquoi donc aussi, peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les techniques parlementaires, pardonnez-moi, envisager de recourir à une ordonnance qui s'élaborera dans le huis clos des cabinets ministériels, sans consultation prévisible, ni des parlementaires, ni des chasseurs. Pourquoi déjà revenir 3 ans après sur la réforme de 2012, que le Conseil d'État a validée, notamment par des arrêts en 2014? Pourquoi sans cesse réintroduire cette idéologie urbaine dans un débat qui doit être de nature scientifique, économique et non pas émotive? Je comprends parfaitement la sensibilité des chasseurs du Pas-de-Calais à ce débat. Il est impossible de maintenir la biodiversité ordinaire, celle du petit gibier comme celle d'ailleurs de nombreuses autres espèces non chassables, sans une réelle régulation qui, je le rappelle, n'est pas l'éradication. Sortons de ce concept, mais qui se préoccupe vraiment de la biodiversité ordinaire.
celle que les ruraux, que les chasseurs vivent au quotidien. On est venu vous chercher querelle sur le putois, la belette. Mais dans le même temps, qui se préoccupe de la prédation occasionnée par les chats domestiques? Je voudrais vous donner une étude scientifique sortie il y a 18 mois aux États-Unis. Elle vient d'estimer qu'entre 2 et 4 milliards d'oiseaux sont tués par des chats en liberté aux États-Unis. Et l'année dernière, même la Société protectrice des animaux de Zurich en Suisse a recommandé de limiter le nombre de chats au regard de leur prédation sur la petite faune. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront qu'il y a une trentaine d'années, nous pouvions réguler les chats errants à plus de 300 mètres des habitations. Est-ce qu'on a un débat scientifique sur le chat? On a un débat sur le chat, oui, mais pas sur la belette et le petit lapin. Je conseille à ces idéologues de relire La Fontaine, ça leur fera beaucoup de bien, comme le corbeau et le renard. Il n'est pas question, mes chers amis, de réclamer le retour à l'état juridique ancien. En tant que vétérinaire, je n'y serai pas favorable. Mais je souhaite qu'on cesse de donner sans cesse des leçons. Nous savons parfaitement qu'il faut réguler. Nous savons parfaitement que le piégeage doit aller de pair avec les aménagements et l'agrainage, mais que sans piégeage, il n'y a pas de petit gibier. Nous savons parfaitement que nous sommes de fait quasi les seuls à travailler sur le terrain en faveur de la biodiversité ordinaire, qu'il s'agisse d'espaces chassables ou non. Nous savons enfin le lien étroit qui nous lie à l'agriculture, à la forêt. Nous sommes solidaires du développement agricole. Tous les chasseurs savent que la perdrix grise est liée aux cultures de céréales et que sans culture de céréales, il n'y a pas de perdrix grise. En disant cela, je tiens aussi à souligner la place essentielle dans ce département de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans notre économie. Une place très importante à l'exportation, notamment le deuxième poste à l'exportation de ce pays qui a bien besoin de rééquilibrer sa balance. Mais en 2004, au moment où j'ai pris les fonctions de ministre du Travail, nous avions la première agriculture européenne. Nous avons été depuis devancés par l'Allemagne, par les Pays-Bas. Il faut nous poser la question pourquoi. Là aussi, des normes, et il faut se fixer, je le dis avec le commissaire européen que j'ai rencontré, et je le dis aussi aux représentants de la profession agricole ici, il va falloir qu'on se fixe des objectifs. Il va falloir aussi que nous nous fassions reconnaître. Quand on regarde une fiche de pénibilité, je le dis aux députés, d'un chauffeur de tracteur en Beauce, et qu'il faut changer de classement de pénibilité quand on laboure en long, quand on laboure une fourrière, pardonnez-moi, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un certain ras-le-bol qui s'exprime, y compris dans les urnes? Alors, je serai lundi, c'est un peu inhabituel, au congrès des marchands de bestiaux, dans les monts du Lyonnais. Pourquoi? Parce qu'ils assurent la vente de 50% du vif à l'exportation de notre pays. Parce qu'ils assurent le maintien d'agriculteurs dans la montagne, dans des territoires difficiles, de la Loire, de la Haute-Loire, des monts du Lyonnais et d'ailleurs. Et parce que cette France, pour reprendre une formule d'un conseiller général qui était sans doute plus proche de vous, du Tarn, que je rencontrais il y a peu, méfions-nous d'un pays où il y aurait un vaste no man's land rural entre quelques métropoles et quelques régions puissantes. La France a le sentiment parfois qu'on l'abandonne. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller sur le terrain pour essayer de la rencontrer à bras-le-corps. Alors, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les 16 000 renards, mais je voudrais m'attarder quand même sur des choses qui devraient être méditées. Moi, j'ai vu la perdrix disparaître dans ma Beauce, puisque la petite Beauce, celle des chemins de Péguy, vers la cathédrale de Chartres, elle commence à Rambouillet. Je l'ai vue disparaître alors que vous avez près du quart des populations de perdrix grises naturelles de l'ensemble européen. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez en même temps une agriculture moderne, puissante, diversifiée, et en même temps vous avez engagé une politique, 20 à 40 km de haies,
Vous avez tout ce qui est la politique d'aménagement arbustif. Alors, moi, je vous sonne les honneurs, moi qui sonnais de la trompe jadis, car je sais l'implication bénévole, oui, cher Daniel, bénévole, et le nombre d'heures passées que cela représente. Je suis moi-même gestionnaire d'un territoire. Vous le montrez bien, l'écologie, la préservation de la biodiversité, ça concerne au premier chef les chasseurs. Équilibre naturel. Voilà encore une expression dont je me méfie un peu, car elle peut se prêter à toutes les interprétations. Et je voudrais vous parler des trames bleues et vertes. Au début, j'ai pensé que ce pourrait être une bonne idée pour en tirer des conséquences pratiques. Équipement de voirie, urbanisme industriel, passage à gibier, politique forestière. Vous évoquiez, monsieur le député, le canal Seine-Nord, une très longue gestation. Mais il est vrai qu'on a intérêt à passer des infrastructures suivant un certain nombre de critères, de faire passer, nous en Beauce, l'autoroute et le TGV l'un à côté de l'autre pour éviter la fragmentation du territoire, sa parcellisation. Et il me semblait que ces documents avaient un intérêt. Mais quand on a vu arriver les usines à gaz, que sont les schémas régionaux de cohérence écologique, et vous êtes bien placé dans le Nord-Pas-de-Calais pour en parler, il faut qu'on soit attentif, notamment pour l'avenir des zones chassables. Je sais que votre président a démontré à la fois sa lucidité et son opiniâtreté. Il a démontré également que les chasseurs n'étaient que très, très modestement associés à la confection de ce type de schéma, tant il est vrai que l'organisation de la chasse en France, et il faut le dire, a pris un temps de retard, et j'y reviendrai, sur l'organisation régionale. Si je porte un regard politique sur la réorganisation territoriale et sur ses conséquences potentielles en matière de chasse et d'organisation de chasse, je ne peux que constater la croissance continue des régions en matière de compétences environnementales. La multiplication au fil des années des schémas régionaux en témoigne. Le président de la République nous a promis un choc de simplification. Alors je vous propose de compter les schémas régionaux. Nous avons le schéma des aires protégées, le SCAP, la trame verte, SRCE, le schéma du développement durable, le SRA-DTT, facile à prononcer. Nous avons aussi des schémas au travers de documents d'orientation régionaux. La forêt, l'agriculture, la chasse. Et enfin, tous les crédits FEDER vont être régionalisés. Au plan institutionnel, nous devons également nous interroger, mes chers collègues députés, sur les conséquences potentielles de la création d'agences régionales de la biodiversité et sur leur lien avec les délégations de l'ONCFS que nous avons pu et que vous avez pu préserver. Et attention, une réflexion générale. Attention à la démocratie à donner tous les pouvoirs aux hautes autorités et aux agences. À un moment, il ne restera plus rien pour les élus de la démocratie. Nous devons prendre en compte le pouvoir d'évocation des préfets en matière environnementale. Ils pourront, je le rappelle, le cas échéant, se substituer aux préfets de département. Et la réglementation de la chasse pourrait passer du niveau départemental au niveau régional. Pardon d'être sérieux un instant. Il va y avoir un enjeu majeur à l'issue de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, de la dimension régionale. Mais vous avez une chance, c'est que Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est 120 000 chasseurs, et croyez-moi, ça fait réfléchir les politiques. Je sais que ce n'est pas une tâche aisée, cette modification, mais je vous le dis, dans le cadre de la réforme territoriale, Monsieur le vice-président, vous avez bien voulu reconnaître que le Sénat a défendu les départements. Que ferions-nous dans ces grandes régions s'il n'y avait pas la proximité départementale? D'ailleurs, on le voit bien dans la relation. Et ce département, nous nous sommes battus non pas par nostalgie, mais parce que dans un monde planétaire, nos concitoyens en ces périodes de crise ont besoin de proximité. La première proximité, c'est le maire. D'ailleurs, le seul élu qui a encore la confiance majoritaire des concitoyens.
c'est aussi le département. Dans cette fonction, imagine-t-on, pardonnez-moi, faire de la protection de l'enfance en la faisant à Lille, pour un ensemble de 6 millions d'habitants. Vous voyez déjà la dimension humaine, quelles que soient les bonnes volontés que cela peut avoir. Je pense que le département, ce n'est pas une collectivité rétrograde. Mais je voudrais aussi, j'ai beaucoup parlé de plaine, évoquer d'un mot la préoccupation de la chasse au gibier d'eau, la chasse aux migrateurs et celle sur le domaine maritime. Je dois vous faire part d'une préoccupation qui est la mienne, notamment sur le domaine maritime, où de réserve en réserve, on n'aura bientôt plus que quelques kilomètres pour permettre à cette chasse populaire, essentielle, qui est ici une dimension sociale, sociologique, de marque du territoire, eh bien, je dois le dire, il faut que nous prenions ce problème à bras-le-corps. Ça n'est pas simplement qu'un problème d'élus maritimes, c'est une marque d'identité et de défense de nos traditions et de notre territoire. Alors, certains... J'ai évoqué l'identité. Mercredi prochain, je remettrai au président de la République un rapport qui m'a demandé, à la suite du drame du mois de janvier, Claude Barthelone le fera, de son côté, nous le ferons ensemble d'ailleurs, pour bien marquer que parfois, si on a des différences d'approche institutionnelle, c'est la France d'abord qui nous préoccupe. Et la question auquel le président de la République m'a demandé de réfléchir, c'est l'engagement républicain et le sentiment d'appartenance à la nation. Et au cours de ces travaux où j'ai rencontré des gens de terrain, des grands philosophes, des religieux, je peux vous dire que nous ne devons plus céder sur un certain nombre de principes. Et nos valeurs, et notamment les valeurs que vous défendez, c'est au travers d'elles, en les gommant, une partie de la nation française qu'on affaiblit. Il y a une France d'à côté, cette France d'à côté qu'un géographe a décrit en l'appelant de France périphérique, et cette France périphérique, elle est aujourd'hui avec le sentiment d'être abandonnée. Alors, mes chers amis, vous avez l'impression que je me suis éloigné de la chasse, pas tant que ça. J'aurais pu évoquer les oies cendrées, et puis une décision Ponce-Pilate. Vous prélevez, on ferme les yeux, mais quand même on vous emmènera au calvaire. C'était ça la décision de Ponce-Pilate. C'est pas acceptable pour des législateurs. C'est pas acceptable pour celui qui a la responsabilité, notamment d'être avec d'autres le gardien de la Constitution. On ne peut pas, dans un État de droit, dire au fond, Ponce-Pilate l'emporte sur Montesquieu. Je pense que Montesquieu aurait dû être gouverneur de Palestine et nous n'aurions pas eu la suite de l'histoire telle que nous l'avons connue. Je voudrais évoquer l'amendement Glavany sur la sensibilité animale. Ma position sur cette question est ancienne. Elle a été publiée. Attention, derrière les modifications apparemment techniques, je crains qu'on ne dérive progressivement vers un anthropomorphisme. On met l'homme et l'animal au même niveau. Je voudrais simplement dire qu'il y a 75 ans, une idéologie noire l'avait vendu ainsi. Je crois toujours à la prééminence de l'homme, ce qui ne m'empêche pas de respecter l'animal. Dans la démarche qui est la mienne, c'est un sujet important et soyons très attentifs. Daniel Fasquelle l'a dit, nous aurons des procédures et nous aurons des jugements, ne le répétez pas à l'extérieur, erratiques parfois, d'un certain nombre de juridictions. Alors, il faut être vigilant. Je voudrais dire un mot aussi, parce que je sais que votre président a été solidaire du saccage des locaux de la Fédération de l'Oise. Parce que derrière ces locaux de la Fédération de l'Oise, c'est quelque part la chasse qui était attaquée. Alors, j'ai trop parlé, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous dire que si je suis là ce matin, c'est bien sûr par amitié pour vous, par respect pour votre combat, par admiration pour tout ce que vous faites avec les administrateurs, avec les personnels,
mais aussi avec l'ensemble des sociétés de chasse, qu'elles soient communales, privées, dans ce département, où vous avez des réussites que parfois, à coup d'études extrêmement coûteuses, nous n'avons jamais eues dans d'autres endroits. Mais je voulais aussi porter un message à mes amis chasseurs. Leur dire que, certains diront, mais il y a différents types de chasse. Je vous le disais tout à l'heure, la chasse, elle est une. Elle est une manière de voir les choses. Elle est, pardonnez-moi, une sensibilité. Vous savez, quand le soir, on est à la passée, ça m'arrive, et qu'on entend ce bruit un peu mystérieux des ailes de canard qu'on essaye de deviner et qu'on ne voit pas toujours. Quand on est à la hutte, et je l'ai fait dans la Canche et Loti, on entendait le court cri, long cri, les bruits de la nuit. Vous faites la belote, vous poussez la trappe, vous ne voyez pas grand-chose. Vous avez quand même passé un moment merveilleux. Quand vous êtes au coin d'un champ de betteraves et qu'il y a une compagnie de perdreaux qui s'envole, moi je chasse avec des épagnols bretons, c'est un moment formidable. Quand vous avez le récri des chiens dans une belle menée, qu'on tire ou qu'on tire pas, mais on s'en fout. Moi, je suis passionné de chasse à la bécasse. Alors je me méfie parce que parfois mes amis bécassiers sont tellement élitistes que, j'allais dire, on ne pourrait chasser la bécasse qu'après avoir fait bac plus 15. Alors je ne peux pas vous dire que j'ai fait bac moins 15, c'est pas vrai. Mais je vais vous dire, quand après un bel arrêt, la bécasse s'envole, vous entendez ce bruit furtif et elle passe entre les baliveaux. Un coup de fusil réussi, monsieur le maire de Hesdin, ça m'arrive de temps en temps aussi. Vous la prenez, vous caressez ses plumes et vous avez envie qu'elle se renvole. C'est ça l'art de la chasse, c'est ça ce que nous ressentons, c'est ça ce que nous aimons. Alors que vous soyez chasseur dans le domaine maritime, que vous soyez veneur dans l'Oise, que vous soyez passionné de vénerie sous terre, de louveterie, au fond, c'est un art de vivre, c'est une culture, c'est une identité. Moi, je n'ai jamais caché, ministre ou pas, quand c'était pas la mode, que j'étais passionné par la chasse et par la gestion. Non pas passionné par l'idée de tuer, mais simplement je m'approprie comme une récolte. Et en même temps, cette récolte, je la sème, je la fais grandir. C'est ça. Alors merci de ce que vous faites dans le Pas-de-Calais. Ne désespérez pas. Je crois à l'avenir de la chasse du 21e siècle. Parce que vous le savez, j'avais commencé une thèse de doctorat, là, c'est quand je faisais bac plus 3, de 3e cycle, sur l'écosystème perdrix grise. En effet, la perdrix grise, vous savez tous que si dans les 8 premiers jours, elle ne trouve pas plus de 90% issus de protéines des insectes, elle peut naître, elle ne survit pas. Au fond, la chasse, c'est aussi un baromètre de l'écosystème. Vive la chasse!